Bonjour à tous, nous sommes le mardi 14 juillet et pour commencer le journal du jour, nous allons parler de l'arrivée probable, quasiment actée, en tout cas très annoncée de Lucas Digne du côté du Paris Saint-Germain, un transfert potentiel sur lequel j'ai énormément de choses à vous dire, en bien et en nuance également, à une sorte de hype qui s'est développée sur les réseaux sociaux et c'est le genre de phénomène qui me laisse toujours extrêmement dubitatif, on va dire ça comme ça. On parlera également de Thorgan Hazard qui va débarquer du côté du RC Lens, de Saint-Maximin qui va du côté du Charlotte FC et qui continue de voyager à travers le monde, de Julián Álvarez qui n'est pas à vendre mais que tout le monde veut acheter, ça se confirme avec un nouveau prétendant qui rentre dans la danse, et enfin on parlera des compositions probables pour le match entre la France et l'Espagne, même si sur ce sujet je vous rappelle qu'avec Anne on a fait une grosse vidéo d'avant-match qui doit faire pas loin d'une heure de mémoire, qui a été publiée hier après-midi sur la chaîne principale, je vous invite évidemment à aller la voir. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Lucas Digne au Paris Saint-Germain, est-ce que c'est une bonne idée? À mon sens, oui, je vois ce transfert potentiel d'un bon œil, mais il y a quand même pas mal de commentaires qui me font rire. Déjà, on a des comptes sociaux qui nous parlaient de braquage, étant donné que Lucas Digne a une clause à 12 millions d'euros. Alors, faut revoir la définition d'un braquage. Lucas Digne à 12 millions d'euros, c'est pas un braquage, ne serait-ce que parce que cette clause, elle est présente depuis sa prolongation qui date de l'été dernier. Personne ne l'avait remarqué, ne l'avait commenté, ne l'avait activé depuis cette période, c'est peut-être pas pour rien. Lucas Digne, c'est un joueur qui dans quelques jours va avoir 33 ans. Il est loin d'être cramé, on y reviendra, mais évidemment à 33 ans, t'as pas la même valorisation sur le marché des transferts qu'à 20 ans. Et enfin, la valorisation qu'on a de Lucas Digne sur des sites comme Transfermarkt, mais également plein d'autres, ça aussi entre 5 et 7 millions d'euros. Je dis pas qu'il vaut pas ces 12 millions d'euros, mais on peut pas qualifier ça de braquage pour autant. Faut également casser la nostalgie qui est en train de se développer. Oui, Lucas Digne a déjà joué au Paris Saint-Germain, mais si vous l'avez vu jouer à cette époque, c'est pas forcément une légende de Paris. Alors, je dis pas qu'il a été incroyablement mauvais, c'est la situation d'un jeune joueur qui est arrivé trop tôt à Paris, qui s'est retrouvé à être broyé par la concurrence d'un Maxwell qui, avec son âge avancé, continuait de coucher absolument tous les joueurs qui arrivaient de son côté. C'était un joueur qui a eu un passage ok, moyen, peut-être un peu décevant au Paris Saint-Germain, mais là où c'est intéressant, c'est que, et là je vais revenir positif, depuis Lucas Digne a quand même baroudé. C'est un joueur qui est passé par la Roma, par le FC Barcelone, qui a eu une décennie d'expérience du côté de la Première Ligue, c'est devenu un tout autre élément et il a développé de grandes qualités. Là où ça me chafouine un peu, c'est que les qualités théoriques de Lucas Digne, elles sont peut-être pas en adéquation totale avec ce que recherche le Paris Saint-Germain. Le positif, c'est que physiquement, même s'il va avoir 33 ans, Lucas Digne, il tient parfaitement la baraque, on l'a vu en Première Ligue, on l'a vu en Coupe d'Europe, on le voit avec cette Coupe du Monde, c'est un joueur qui est fiable, c'est un joueur qui est régulier, et là-dessus c'est appréciable. Mais par contre, si on me demande les deux grandes qualités de Lucas Digne, je vous sors spontanément sa qualité de centre. Il n'y a plus beaucoup de joueurs au Paris Saint-Germain pour réceptionner des centres, et sa qualité de coup franc. Mais au Paris Saint-Germain, ce sera pas Lucas Digne qui sera le chargé de cet exercice, donc finalement c'est un peu donner de la confiture au cochon pour Paris. Mais c'est pas trop grave parce que Lucas Digne est quand même un joueur intéressant et qui vient en tant que remplaçant, donc évidemment t'attends pas un joueur Fury class à ce poste-là, il sera quand même capable de faire le travail, mais en fait je trouve qu'il colle pas parfaitement au jeu du Paris Saint-Germain. Il s'agit pas de recruter un joueur qui a le même profil que Nuno Mendes, parce que de toute façon ça se trouve pas. On a la même problématique à droite, un joueur du profil d'Hakimi, le Paris Saint-Germain ne peut pas en recruter pour avoir un statut de remplaçant. T'as Zaïre Emery qui a un profil technique très très différent, mais pour autant, même s'ils sont à des spectres opposés, les deux correspondent paradoxalement plutôt bien au jeu du Paris Saint-Germain. C'est ça que j'aurais espéré du côté gauche pour remplacer Nuno Mendes. C'est pas exactement ça qu'est Lucas Digne à mon sens, mais par contre, c'est un joueur qui a déjà joué en Ligue 1, c'est un international français qui s'entendra extrêmement bien avec le vestiaire, et surtout le fait de recruter un joueur assez âgé, je vois ça d'un bon œil pour le Paris Saint-Germain, parce que Nuno Mendes, il lui faut un remplaçant, il se blesse souvent, t'as un milieu de terrain où tu peux pas te permettre de déplacer sans arrêt un joueur comme João Neves par exemple pour dépanner. Lucas Hernandez, il vieillit, il a plus vocation à aller en charnière centrale. Beraldo, il est de plus en plus utilisé au milieu de terrain, donc il faut quelqu'un à gauche. Mais si tu espères recruter un jeune joueur,
il va complètement péter un câble derrière Nuno Mendes, parce que Nuno, il a seulement 24 ans, il incarne le présent mais aussi l'avenir du Paris Saint-Germain, donc un jeune, il va gratter son frein et il aura jamais la perspective d'être titulaire. Alors que quand tu prends un joueur expérimenté, Lucas Digne, le gros de sa carrière est évidemment derrière lui, il a pu à espérer d'évolution, s'il signe en tant que remplaçant, s'il accepte ce statut, il va pas te mettre le bordel dans le vestiaire en espérant gagner une place de titulaire. En plus, il va apporter de l'expérience à une équipe qui compte beaucoup de jeunes, donc voilà, Lucas Digne, c'est pas un braquage à ce prix-là, d'autant plus qu'il a un salaire qui aujourd'hui est à 7 millions d'euros du côté de la Première Ligue, c'est pas pour rien que ça reste un club riche qui se positionne sur lui à 10 millions d'euros, c'est un montant de transfert qui est insignifiant pour le Paris Saint-Germain, vraiment, admettons que Lucas Digne bide, et je pense pas qu'il bidera, au pire t'auras perdu très peu, il a un contrat de 3 ans, ce qui l'amène quand même jusqu'à ses 36 ans, c'est élevé, mais c'est pas non plus une prise de risque phénoménale, donc franchement moi je vois ça d'un plutôt bon œil, un joueur d'expérience qui de toute façon ne va pas concurrencer Nuno Mendes, mais personne peut le concurrencer, c'est cohérent dans un rôle de remplaçant, franchement le Paris Saint-Germain bosse bien encore une fois. Un Hazard qui revient dans le Nord, et non, je ne parle pas d'Eden Hazard du côté du LOSC, je parle de Thorgan Hazard du côté du RC Lens. Le joueur de 33 ans a prouvé au cours de sa carrière qu'il avait de quoi être mémorisé pour son prénom et pas seulement pour son nom de famille, qu'il n'était pas forcément toujours dans l'ombre de son frère, et peut-être que sa dernière danse importante en termes de carrière, ce sera donc cette arrivée au RC Lens qui a été officialisée. Il était libre de tout contrat, et c'est un joueur qui a fait une grande partie de sa carrière aux deux Borussia, d'abord Gladbach puis Dortmund, dernièrement à Anderlecht dans sa Belgique natale, ça lui a permis de se relancer du moins statistiquement, et là il est de retour du côté du RC Lens qu'il a connu au début de sa carrière. Alors c'est un joueur qui reste relativement complet, avec les années il est passé d'un profil d'ailier à un élément un petit peu plus axial, il a des statistiques qui sont vraiment intéressantes du côté d'Anderlecht, mais moi j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner sur les terrains de Ligue 1 où tu as une exigence physique qui est quand même importante. On n'est évidemment pas le meilleur championnat d'Europe, très loin de là, mais la Ligue 1, tu as beaucoup de jeunes défenseurs, de jeunes milieux de terrain, de jeunes attaquants qui t'imposent un défi physique important, et Thorgan Hazard, s'il a de la réussite statistique dans le contenu des matchs que j'ai vus à Anderlecht, je suis peut-être un peu biaisé parce que j'en ai vu peu, mais ça me semblait quand même être un joueur qui... je vais pas dire était cramé, c'est un peu trop sévère, mais je pense que vous avez vu l'idée. En tout cas, le RC Lens est inventif, imaginatif, va recruter un joueur d'expérience, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner, et je lui souhaite le meilleur. Revenir en Ligue 1, choper une place de dauphin, choper un titre avec la Coupe de France, se relancer, impressionner son monde et finalement repartir dans un championnat exotique. Voilà le choix d'Alain Saint-Maximin qui signe au Charlotte FC du côté de la Major League Soccer. Et je dois vous avouer que de mon côté, je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est un joueur qui a 29 ans, qui a encore de très bonnes années et surtout qui a du talent footballistique dans les jambes. On l'a vu à Lens où sa saison, déjà il réussit statistiquement, sa demi-saison, 4 buts, 3 passes décisives en très peu de temps de jeu, il a montré qu'il pouvait apporter du danger, être utile dans le jeu, sauf que voilà, là il re-signe un contrat de 3 années du côté de la Major League Soccer. C'est quand même un joueur qui a une carrière qui, depuis 3 ans, post-Newcastle, est faite de très nombreux voyages. Il a vu l'Arabie Saoudite, il a vu l'Angleterre, il a vu la Turquie, il a vu le Mexique, il a vu la France, désormais il voit les USA. J'espère qu'il y trouve son compte, j'imagine qu'il y a des questions financières qui rentrent en ligne de compte, j'imagine également qu'il y a un cadre de vie qui peut l'attirer du côté des États-Unis, mais qui sait, peut-être que encore dans 6 mois on en reparlera parce qu'il ajoutera un pays à sa carte de voyage, il ira au Japon, en Chine ou je ne sais où. Barcelone, Real Madrid, PSG et désormais Arsenal, tout le monde veut acheter Julián Álvarez, tout le monde le veut dans son club, y compris l'Atlético Madrid qui est bien décidé à ne pas le céder, et du coup quand on a un média anglais, je parle de The Independent, qui nous informe que le club d'Arsenal avance sur le dossier, je reste assez... sceptique, on va dire, concernant la conclusion de tout ça. Alors à noter qu'Alvarez au départ il priorisait de très loin la piste du FC Barcelone, mais désormais il est un petit peu plus ouvert. On a l'impression que de toute façon les prétendants sont d'une telle qualité qu'il est prêt à aller absolument n'importe où.
pour partir de Atlético Madrid. Pourtant, Atleti, c'est un beau projet, on sait qu'ils ont un nouvel actionnaire, mais on a l'impression que le joueur a envie de passer à autre chose durant sa carrière, et ça en dit quand même relativement long sur le marché des numéros 9, le fait qu'on ait 4 des plus grands clubs du monde qui se ruent sur un joueur qui n'est pas à vendre, et il se concurrence pour un dossier qui, ça se trouve, ne pourra jamais être exécuté. En tout cas, Julián Álvarez du côté d'Arsenal, il faut avouer que ça aurait de la gueule, c'est un joueur qui est un petit peu le meilleur des deux mondes. Moi, je trouve qu'avec Gyökeres, t'as une partie du puzzle, avec Havertz, t'as une autre partie du puzzle. Bon, ben Alvarez est suffisamment complet pour réussir ce que réussit Havertz, pour réussir ce que réussit Gyökeres. Je caricature un petit peu en disant ça, mais c'est quand même un joueur d'une toute autre stature. Reste que, je le redis, l'Atlético reste sur la même position, le joueur veut partir, mais le club peut se targuer d'avoir un contrat long, donc un avenir sécurisé. Curieux de voir comment ce dossier va se terminer. Les compositions attendues dans le journal L'Équipe pour la France face à l'Espagne, on a quand même pas mal de petites interrogations. Sur le papier, nous avons plutôt Doué que Barcola, mais on peut dire que ça dépendra aussi d'à quel point Didier Deschamps envisage de laisser le ballon aux Espagnols, dans quelle proportion. On a Tchouaméni plutôt que Koné, alors que Koné a été hyper bon face au Maroc, mais j'avoue que de mon côté, je vois mal Deschamps faire un autre choix que Tchouaméni face à une très grosse équipe comme l'Espagne. Les Espagnols aussi ont des interrogations, Ruiz ou Pedri. Pour le moment, c'est Fabián Ruiz qui tient la corde. Pedri n'a pas été au niveau jusqu'à présent. On peut se dire que De La Fuente n'a visiblement plus de patience. On a Lucas Digne qui est au cœur de l'actualité, qui devrait être titularisé plutôt que Théo Hernandez. Il a pris le dessus sans trop de difficultés vu le niveau de son concurrent. Et je suis curieux de voir le match qui va sortir parce que on l'annonce comme remplaçant potentiel du côté du Paris Saint-Germain. Si Nuno se blesse, il sera peut-être amené à disputer des duels de légende. Eh bien, il en aura un déjà avec l'équipe de France. Lamine Yamal qui a eu quelques soucis physiques dernièrement, qui fait une Coupe du Monde qui est peut-être pas à la hauteur des attentes, surtout quand tu vois d'autres stars comme Haaland, comme Mbappé, comme Bellingham, comme Messi, et tu vois le mondial qui sort, eh bien peut-être que ce sera le match où Yamal se réveillera, peut-être qu'il fera extrêmement mal à nos Français, et du coup je suis curieux de voir comment Lucas Digne va gérer ce dossier. En tout cas, allez les Bleus, j'espère de tout cœur que ça va le faire. On va suivre ça ce soir et on débriefera. Terminé pour le journal du jour, ce soir il y aura le débrief à chaud du match entre l'équipe de France et l'Espagne. Juste après la rencontre, un petit quart d'heure après, la vidéo sera en ligne exactement comme ce que j'avais fait pour France-Maroc, mais à 17h il y aura quand même une vidéo, c'est pas parce que c'est un jour de fête nationale qu'on chôme ici. Il y aura l'avant-match de la rencontre entre les Argentins et les Anglais, la demi-finale qui n'est pas la plus hypée, la demi-finale des mauvaises herbes, et vous allez le voir, ce sera un peu le fil conducteur de ma vidéo, qui de ces deux équipes qui sont peut-être pas les plus belles, les plus hypées, mais qui sont toutes les deux incroyablement dangereuses et redoutables, parviendra à la finale. Je vous donnerai mon avis. Kiffez bien votre journée, on se retrouve à 17h mais aussi ce soir, je vous souhaite un excellent match, salut.